Je me réveille au milieu de la nuit, la gorge sèche et irritée. L'horloge numérique sur la table de chevet affiche 1h17 en chiffres rouges agressifs. Je suis de retour dans ma chambre d'enfance, les murs toujours peints du jaune doux de mon adolescence, dormant dans le même lit simple qui me semble maintenant trop petit pour mon corps d'adulte. La fête d'anniversaire de maman s'était déroulée exactement comme prévu. Restaurant chic, sourire forcé, et Bastien faisant du Bastien. Juste un autre rassemblement familial parfait à Neuilly-sur-Seine, du moins en apparence. Je balance mes jambes hors du lit, grimaçant lorsque le plancher craque sous mes pieds. Même après toutes ces années, je me souviens des endroits à éviter. Certaines leçons d'enfance restent gravées à jamais. Le couloir est sombre, à l'exception de la bande de lumière dorée qui s'échappe dessous la porte du bureau de papa. Étrange. Papa ne reste jamais debout aussi tard, surtout après 3 verres de son Bordeaux préféré au dîner. Je m'arrête, entendant des voix étouffées. Le baryton profond de papa, puis le ton plus aigu et plus désespéré de Bastien. Ne t'inquiète pas, ta sœur couvrira tout. Les mots de mon père me glacent, un pied suspendu au-dessus de la marche suivante. Mais et si elle pose des questions sur le prêt de 65 000 €? Bastien semble paniquer, sa voix se brisant comme autrefois quand il se faisait prendre à voler des bonbons avant le dîner. Je me fige, mon cœur battant si fort que je crains qu'il ne l'entende à travers la porte. 65 000 €? Ma main serre la rampe, les jointures blanches. Carole nous fait confiance, dit papa, sa voix prenant ce ton doux et confiant qu'il utilise pour conclure des affaires à la concession automobile. Elle ne remettra pas ça en question si nous lui disons que c'est pour une opportunité d'investissement familial. Je me penche, retenant mon souffle. Écoute, Bastien, c'est simple. Elle contracte le prêt en son nom, nous lui promettons un rendement de 12%, et le temps qu'elle ne se rende compte de quoi que ce soit, nous aurons trouvé une solution. Bastien soupire. Mais les appels de marge crypto sont de 23 000 €, et les paris sportifs de 19 000 €. Plus les cartes de crédit. 20 000 €. 500 €. Papa termine pour lui. Je connais les chiffres, mon fils. C'est à ça que sert la famille. Ta sœur a un excellent crédit. Elle peut gérer ce contretemps temporaire. Contretemps temporaire. Mon estomac se serre si violemment que je dois appuyer ma main sur ma bouche. 62 000 €. 500 €. Plus que mon salaire annuel net après impôt. Mais si. Assez. La voix de papa devient dure. Ta sœur le fera. Elle fait toujours ce qui est juste pour cette famille. Je recule de la porte, prenant soin d'éviter les endroits qui craquent, même si mes jambes semblent pouvoir lâcher. L'eau fraîche que j'étais venue chercher en bas est oubliée alors que je me retire dans ma chambre, ferme la porte silencieusement derrière moi et m'effondre sur le bord du lit. Mon esprit remonte au dîner chez Marcelino plus tôt ce soir, le restaurant le plus cher de la ville. Maman avait insisté pour célébrer son 56e anniversaire, quelque part de spécial. Papa avait commandé la bouteille de vin à 120 €, tandis que Bastien nous régalait de sa dernière entreprise, quelque chose sur la technologie blockchain et les flux de revenus passifs. Bastien a un tel esprit d'entreprise, s'était extasié maman, lui serrant le bras. Après 5 ans, il cherche toujours sa voie, mais quand il réussira en grand. J'avais souri et hoché la tête, comme toujours. Puis, quand l'addition était arrivée, 287 € plus pour boire, je l'avais automatiquement saisi. Bastien avait tapoté ses poches de manière théâtrale. Mon Dieu, je suis tellement fauché en ce moment, mais je te couvre la prochaine fois, ma sœur. La prochaine fois. Il y avait eu tant de prochaines fois au fil des ans. Soudain, le schéma devient clair. L'urgence familiale l'année dernière qui avait nécessité 3 000 €. La fois où la voiture de Bastien était tombée en panne et avait eu besoin de 2 200 € de réparation. Le problème de trésorerie temporaire de papa à la concession qui m'avait fait transférer 5 000 € de mes économies. J'étais leur distributeur automatique personnel depuis des années, et maintenant ils voulaient le retrait ultime. Mes mains tremblent alors que je ferme la porte de ma chambre à clé. Je prends mon ordinateur portable dans mon sac de voyage et l'allume, vérifiant immédiatement mon rapport de crédit. Le soulagement m'envahit, rien d'inhabituel pour l'instant.
Ils n'ont pas encore agi. J'appelle Chloé, sans me soucier de l'heure. Carole? Sa voix est lourde de sommeil. Il est presque 2 heures du matin. Qu'est-ce qui ne va pas? Ils veulent voler mon identité, je murmure, craignant qu'ils ne m'entendent à travers les murs. Ma propre famille prévoit de m'utiliser pour un prêt qu'ils n'ont aucune intention de rembourser. Quoi? Qui? Tes parents? Papa et Bastien. Je viens de les entendre. Ils ont besoin de 65 000 € pour couvrir les dettes de Bastien. La voix de Chloé s'aiguise, le sommeil s'en allant. C'est manipulateur. Qu'est-ce que tu vas faire? Je fixe le plafond, regardant les ombres danser sur les étoiles phosphorescentes que j'avais collées là quand j'avais 12 ans. Elles ont pâli maintenant, à peine visibles même dans l'obscurité. Je ne les laisserai pas me transformer en leur distributeur automatique, dis-je, les mots me donnant de la force alors qu'ils quittent ma bouche. Plus maintenant. J'ouvre un nouveau document sur mon ordinateur portable et le nomme Autodéfense financière. Alors que la première lumière grise de l'aube filtre à travers mes rideaux, je crée une liste de tout ce que je dois faire pour me protéger. Premier point, faire semblant de n'avoir rien entendu jusqu'à ce que je puisse retourner à Paris. Deuxième point, bloquer immédiatement mon crédit auprès des 3 agences. Troisième point, changer tous mes mots de passe. La liste s'allonge à mesure que le ciel s'éclaire dehors. Au moment où j'entends du mouvement dans le couloir, maman se levant pour faire ses fameuses crêpes d'anniversaire du week-end, j'ai un plan. Ils m'ont élevée pour être une Carole responsable, fiable. Celle qui fait toujours ce qu'il faut, qui ne fait jamais de vagues. Mais ils ne s'attendaient pas à ce que j'utilise ces mêmes traits contre eux. Que feriez-vous si vous surpreniez votre famille en train de comploter pour vous utiliser comme leur distributeur automatique personnel? Pour moi, la réponse est claire. Je ferme cette banque de façon permanente. La lumière du soleil matinal filtre à travers les rideaux alors que je me force à descendre pour le petit déjeuner, l'estomac noué. Papa est assis à la tête de la table, parcourant la section économique tandis que maman retourne des crêpes. Bastien n'est pas encore sorti, probablement en train de digérer le Bordeaux d'hier soir. Bonjour, ma chérie. Maman me glisse une assiette de crêpes devant moi. Bien dormi? J'esquisse un sourire qui ressemble à du plastique étiré sur mon visage. Très bien, merci. Chaque nerf de mon corps crie à la confrontation, mais je me souviens du point 1 de ma liste, faire semblant de n'avoir rien entendu jusqu'à ce que je puisse retourner à Paris. Papa lève les yeux de son journal. Ton frère pourrait avoir besoin d'aide pour sa nouvelle entreprise. Quelque chose sur la technologie blockchain. Ça semble prometteur. La façon décontractée dont il le dit, comme s'il n'avait pas comploté de sabotage financier il y a quelques heures, donne à mon café un goût d'acide de batterie. Intéressant, je marmonne, me concentrant sur la découpe de ma crêpe en carré parfait. Maman remplit le café de papa. Il a juste besoin d'un petit capital de démarrage. Tu sais comment ça marche. Je parie qu'elle le sait. J'ai besoin d'imprimer des documents de travail avant de rentrer, dis-je, changeant de sujet. Ça te dérange si j'utilise ton imprimante? Papa fait un geste de la main. Serre-toi. Dans son bureau, je m'assois à son bureau, la pièce où la trahison d'hier soir a été orchestrée. Le bac de l'imprimante contient plusieurs pages. Les relevés de carte de crédit de Bastien. Mon frère, toujours insouciant. Mes mains tremblent alors que je les feuillette. Des dépenses chez Gucci, printemps, le casino de Monte-Carlo. Un système de jeu à 1 400 €. Des week-ends dont je ne savais rien. Tout en prétendant qu'il ne pouvait pas se permettre le dîner hier soir. La date d'échéance du relevé est entourée au stylo rouge, avec l'écriture de papa dans la marge. Visite de Carole, discuter investissement. J'étais l'investissement. Je remets les relevés exactement comme je les ai trouvés et retourne dans ma chambre. Sortant mon ordinateur portable, je me connecte à mon compte bancaire. La vérité me frappe comme un coup physique. Je paie l'électricité, Internet et les services de streaming de la famille depuis que j'ai commencé ma carrière. Des paiements automatiques que j'ai mis en place temporairement il y a 4 ans lorsque papa a mentionné des problèmes de trésorerie à la concession. 4 ans. Des milliers d'euros.
Je prends mon téléphone et appelle ma cousine Jeanne. Bastien à nouveau à Vegas? Elle répond sans préambule. Mon estomac se noue. Tu fais quoi encore? Une pause. Tu ne savais pas? Il y va un week-end sur 2. Il publie des photos sur son Instagram privé. Celui que tes parents suivent mais pas toi. Instagram privé, je répète. Ma voix est creuse. Oncle Victor couvre la plupart des frais, je pense. Tu sais comment il a toujours été avec Bastien. Le chouchou ne peut rien faire de mal. Le chouchou. Les souvenirs affluent. Bastien a 16 ans. Accidentant la voiture familiale. Papa en riant. Les garçons sont des garçons. Moi à 16 ans. Rentrant à la maison 10 minutes après le couvre-feu. Puni pendant 2 semaines. Carole? La voix de Jeanne me ramène. Tu vas bien? Je pense juste à des schémas, dis-je doucement. Après avoir raccroché, j'envoie un SMS à Chloé pour lui faire part des dernières nouvelles. Sa réponse est immédiate. Je dis ça depuis des années. Tu te souviens quand oncle Raymond t'a prévenu à Noël? Je m'en souviens. Oncle Raymond me coinçant dans la cuisine. Il profite de ton succès, Carole. Victor a toujours favorisé Bastien. Tout comme son père l'a favorisé. Je l'avais écarté comme un drame familial. Maintenant, je le reconnais comme une prophétie. Mon téléphone sonne à nouveau, c'est Chloé. J'ai fait des recherches, dit-elle sans saluer. Tu dois bloquer ton crédit immédiatement. TransUnion, Experian, Equifax. Je t'envoie des liens. Déjà fait, lui dis-je. Alternant entre les onglets du navigateur. Je dépose aussi des alertes à la fraude. Bien. Parce que s'il coule ton crédit, toute ta vie s'effondre. Elle a raison. Mon appartement à Paris, acheté l'année dernière pour 355 000 € avec un acompte qui a vidé mes économies. Mon fonds d'urgence, méticuleusement reconstitué pour couvrir 8 mois de dépenses. Mon score de crédit de 812, atteint grâce à des années de gestion financière prudente. Tout cela en équilibre sur le fil du rasoir. Bastien a eu un autre accident de voiture, dis-je, la réalisation me frappant. Maman l'a mentionné au dîner, mais je n'y ai pas pensé. Ils lui ont acheté une voiture d'occasion, 13 800 €. Je me souviens parce que maman a dit que c'était une affaire. Pendant que tu conduisais cette vieille Honda pendant tes études, répond Chloé, et travaillais 3 emplois. La colère monte dans ma gorge. Tu te souviens quand il s'est moqué de mon travail de banque ennuyeux? Il a dit que je gaspillais ma vie pendant qu'il poursuivait des flux de revenus passifs? Que tu finances maintenant activement. Je fais les 100 pas dans la petite chambre, les souvenirs s'éclaircissant. Le dédain de Bastien pour ma discipline financière. La manipulation de papa. Louant ma responsabilité tout en l'exploitant. Le refrain constant, la famille aide la famille. Mais la famille ne devrait pas te vider de ton argent. Maman frappe doucement avant d'entrer avec des serviettes propres. Tout va bien, ma chérie? Tu as l'air contrariée. J'affiche un autre faux sourire. Juste le stress du travail, rien d'inquiétant. Elle me tapote la main. Tu travailles trop. Pas comme ton frère, lui sait profiter de la vie. L'ironie est si amère que je m'en étouffe presque. Après son départ, je fixe mes documents financiers, les années de sacrifice maintenant menacées par les personnes qui devraient me protéger. Mon fonds d'urgence, constitué en apportant mon déjeuner de la maison quand mes collègues commandaient des plats à emporter. Mon appartement, sécurisé en refusant des vacances et de nouveaux vêtements. Mon score de crédit, maintenu en payant toutes les factures à temps, même si cela signifiait manger des nouilles instantanées pendant une semaine. Tout cela en péril parce que ma famille ne voit pas mon succès comme une réussite à célébrer, mais comme une ressource à exploiter. Je ferme mon ordinateur portable, une nouvelle détermination se durcissant en moi. La question résonne dans mon esprit alors que je prépare ma valise pour retourner à Paris. À quel moment aider la famille devient-il permettre la destruction? Pour moi, ce point était hier soir à 1h17 du matin, quand j'ai entendu mon père murmurer « Ne t'inquiète pas, ta sœur couvrira tout. »
2 jours plus tard, j'étais assise en tailleur sur le lit de mon appartement à Paris, triant une boîte à chaussures de vieilles photos pendant que mon ordinateur portable démarrait. Chaque cliché révèle une histoire que mon moi plus jeune ne pouvait pas entièrement comprendre. Sur ma photo préférée, moi, à 15 ans, rayonne de fierté, serrant un trophée de concours d'orthographe. Derrière mon sourire se cache l'épuisement d'être resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin à étudier pendant que la bande-son du jeu vidéo de Bastien cognait à travers notre mur commun. Maman avait encadré cette photo mais l'avait gardée sur l'étagère de la chambre d'amis, non exposée avec les rubans de participation de Bastien qui dominaient la cheminée du salon. La 2e place est impressionnante, ma chérie, avait dit papa quand je lui avais montré le trophée. Peut-être que l'année prochaine tu pourras tout gagner. Je tourne une autre photo de Bastien devant sa chambre redécorée sur le thème de la NBA, avec une télévision de 55 pouces et une couverture de lit Lakers personnalisée. Le même mois, maman m'avait aidé à arranger des meubles d'occasion dans ma chambre, expliquant que les filles n'ont pas besoin de choses fantaisistes et que Bastien a besoin d'une motivation appropriée pour réussir. Le souvenir brûle comme hier. Je range les photos, ouvrant plutôt mon service de surveillance de crédit. Les demandes de gel pour les 3 bureaux sont confirmées par des pings rassurants dans mon email. Première étape terminée. Je me souviens avoir fait la vaisselle après mon dîner du 16e anniversaire pendant que Bastien jouait aux jeux vidéo. Juste 15 minutes de plus, maman me disait toujours quand je me plaignais de la répartition des tâches, « Ton frère a besoin de temps pour se détendre. » Mon minuteur sonne. 7 minutes avant mon appel vidéo programmé avec mes parents. J'ai répété ce que je dirais une 12aine de fois, mais mon cœur bat toujours la chamade. La sortie scolaire à Washington DC a tout changé pour moi. Alors que d'autres élèves demandaient simplement à leurs parents les 480 € de frais, j'ai passé 3 mois à jongler entre l'écart au supermarché, le babysitting pour les Anderson et la tonte des pelouses sous la chaleur estivale. Quand j'ai fièrement remis l'argent à mon professeur d'histoire, il a eu l'air surpris. La plupart des parents font juste un chèque, a-t-il dit. Je souris au souvenir maintenant. Ce voyage m'a montré que je pouvais tracer ma propre voie. Les candidatures universitaires sont arrivées en terminale, et mes parents m'ont assise pour la discussion. Nous avons économisé pour le diplôme d'informatique de Bastien, a expliqué papa, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Tu as toujours été la plus responsable. Nous savons que tu trouveras une solution. Et je l'ai fait. Bourse d'études de 40%, plus de 20 heures par semaine à la bibliothèque et au café du campus, nuits instantanées pour le dîner, plus de fois que je ne voudrais m'en souvenir. Pendant que Bastien faisait la fête pendant sa première année à la fac, je calculais mes remboursements de prêt au centime près. Le stage à Paris est venu de pure détermination, 37 candidatures, 15 refus, 9 ignorés, et enfin, Midwest Financial Partners a dit oui. J'ai dormi sur un matelas pneumatique dans un studio avec 2 autres stagiaires cet été-là, économisant chaque euro possible. À 27 ans, j'avais éliminé mes prêts étudiants tout en constituant un fonds d'urgence de 8 mois. Chaque sacrifice avait un but. Chaque invitation à dîner refusée signifiait une liberté vis-à-vis de l'insécurité financière que j'avais connue à la maison. Maintenant, cette liberté est menacée par les personnes mêmes qui devraient la célébrer. L'écran de l'ordinateur portable affiche ma liste de contrôle complète d'autodéfense financière. Gel de crédit auprès des 3 bureaux. Mise en place d'une alerte à la fraude. Nouvelle carte de crédit commandée. Envoi à l'adresse de Paris. Parents retirés de tous les contacts d'urgence. Mot de passe modifié sur tous les comptes. Authentification à 2 facteurs activés partout où c'est possible. Tous les paiements automatiques de factures familiales signalés pour annulation. La plupart des gens confrontent-ils leur famille immédiatement après avoir découvert une telle trahison, ou sécurisent-ils leurs finances en premier? J'ai choisi la sécurité. La force tranquille de la préparation me semble puissante sous mes mains tremblantes. L'appel vidéo sonne. Je prends une profonde inspiration et clique sur accepter. Le visage de papa apparaît en premier, un sourire confiant bien en place. Maman se joint, tapotant ses cheveux fraîchement coiffés. Bastien s'affale en dernier, à peine visible au bord du cadre. Voilà notre fille, dit papa. Nous parlions justement de toi. J'en suis sûre. Ma voix sort plus stable que prévu.
J'ai tout entendu il y a 2 nuits. Le sourire de papa vacille. Qu'est-ce que tu veux dire, ma chérie? Votre conversation avec Bastien dans votre bureau. À propos d'utiliser mon crédit pour un prêt. Je garde mon ton clinique. Détaché. Environ 65 000 euros. Le chiffre précis tombe comme une gifle. L'expression de papa passe de la confusion au choc à la ruse en quelques secondes. Tu as mal compris, tente-t-il, mais sa voix manque de conviction. Nous discutions d'une opportunité d'investissement familial. Quelque chose qui bénéficierait à tout le monde. Arrête de mentir. Les mots transpercent son excuse. J'ai tout entendu. Les appels de marge crypto pour 23 000 euros. Les paris sportifs pour 19 000 euros. La dette de carte de crédit de 20 500 euros. Les yeux de maman se remplissent de larmes. Carole. La famille aide la famille. Tu sais ça. Nous t'avons élevé pour comprendre la responsabilité. Oui, vous l'avez fait. Je rencontre son regard directement. C'est pourquoi je suis responsable de mes finances et de mes limites. Il n'y aura pas de cosignature. Pas de prêt. Pas de virement. Bastien lève enfin les yeux, le visage rouge. Tu as toujours été égoïste. Tout cet argent à Paris pendant que ta famille a des difficultés. Quel genre de personne ça fait de toi? Le genre qui travaille pour ce qu'elle a. Ma voix monte malgré mes efforts pour rester calme. Le genre qui en a marre d'être votre distributeur automatique personnel. Maintenant écoute-moi bien, commence papa en se penchant vers la caméra. Le ton autoritaire qui me faisait autrefois courir pour lui faire plaisir semble maintenant creux. Non, c'est toi qui écoutes. Toute tentative d'utiliser mon identité entraînera un rapport de police. J'ai bloqué mon crédit auprès de tous les bureaux. J'annule tous les paiements de services publics avec effet immédiat. Je lève mon téléphone, montrant les emails de confirmation. Vous avez 2 semaines pour organiser de nouvelles méthodes de paiement pour l'électricité, Internet et les services de streaming. Maman s'étouffe. Tu ne nous laisserais pas sans électricité. 2 semaines, c'est généreux. Les mots ont un goût amer mais nécessaire, et bien plus de considération que vous ne m'en avez montré en planifiant de voler mon identité. Nous ne volions pas, grogne Bastien. Nous empruntions. Il y a une différence. Pas quand vous n'avez aucune intention de rembourser. Je me penche vers la caméra. J'ai trouvé vos relevés dans l'imprimante hier matin. Des vêtements de marque et des week-ends à Vegas pendant que je paie votre électricité. Ça s'arrête aujourd'hui. Le masque de papa tombe complètement, son visage se tordant. Après tout ce que nous avons fait pour toi, les sacrifices que nous avons faits. Quel sacrifice exactement? La chaleur monte dans ma poitrine. Mes meubles d'occasion pendant que Bastien avait une chambre entièrement refaite. Mes 3 emplois pour le voyage à Washington pendant que vous lui donniez de l'argent de poche. Ou peut-être voulez-vous dire que vous ne pouviez pas m'aider pour l'université parce que vous économisiez pour le diplôme de Bastien? Maman se couvre le visage, les épaules tremblantes. Bastien sort du cadre. Seul papa reste, me regardant comme si j'étais devenu quelqu'un d'inconnaissable. Nous sommes ta famille, dit-il finalement, la voix basse. On ne tourne pas le dos à sa famille. Je ne tourne pas le dos. Je tiens bon. La distinction me semble importante. Vous m'avez élevé pour être responsable. Je suis simplement responsable avec mes limites. L'appel se termine par le doigt de papa appuyant sur le bouton de déconnexion. Mon téléphone commence immédiatement à vibrer avec des SMS de Bastien, chacun de plus en plus désespéré, puis en colère. Je coupe les notifications et ferme mon ordinateur portable. Le silence de ma chambre est différent maintenant. Non plus étouffant, mais transitoire. Un espace entre qui j'étais et qui je deviens. Avez-vous déjà dû établir des limites strictes avec votre famille? Paris m'attend, et cette fois je me choisis moi-même. Le chemin vers l'indépendance s'étend devant moi, durement gagné et enfin clair. 3 jours plus tard, mon téléphone vibre pour la 20e fois aujourd'hui. Le nom de Bastien clignote à nouveau sur l'écran, son dernier message plus désespéré que le précédent. Tu me tues, Carole. Je vais tout perdre.
Je pose le téléphone face vers le bas sur mon comptoir de cuisine, regardant le panorama de Paris à travers les fenêtres de mon appartement. 3 jours depuis la confrontation, et les conséquences ont été exactement ce à quoi je m'attendais et ce que je craignais. La première vague est venue sous forme de supplications. Des SMS juste cette fois et des appels d'urgence familiale. Lorsque ceux-ci ont échoué, les messages de Bastien se sont assombris. Tu as toujours cru que tu étais meilleur que nous, et après tout ce que nous avons fait pour toi. Hier soir, il a appelé à 2h18 du matin, ses mots étaient pâteux. Tu sais quoi? Tu as toujours été une égoïste. J'ai raccroché avant qu'il ne finisse. Le téléphone a sonné 2 fois de plus avant que je ne le mette en mode silencieux. Ce matin, Chloé a appelé depuis son bureau, à 3 rangées du mien. Ton frère vient de m'appeler, a-t-elle dit, la voix tendue de colère. Il m'a dit que tu réclamais de l'argent à tes parents depuis des années, et que maintenant ils allaient perdre leur maison à cause de toi. Mon estomac s'est noué et une chaleur m'a monté au visage. Il t'a appelé au travail? Sur mon portable personnel. Sa voix a baissé. Comment a-t-il eu mon numéro? Je ferme les yeux, me souvenant de l'insistance de maman pour mettre à jour sa liste de contacts lors du dernier dîner de Noël. Ma mère. Là. Le harcèlement s'intensifie avec une précision militaire. Papa appelle mon chef de service pour discuter de mes problèmes de santé mentale inquiétants. Ma mère publie des mises à jour vagues sur Facebook à propos d'enfants ingrats qui déclenchent une cascade de commentaires de soutien d'amis de la ville natale qui ne connaissent pas toute l'histoire. Puis tante Marthe arrive. Le SMS de Jeanne arrive en guise d'avertissement. Marthe a été convoquée à Paris. Victor lui a acheté le billet. Tante Marthe, la sœur aînée de papa, appelle depuis Orly. Ton père dit que tu fais une dépression. Je viens te raisonner. Je ne suis pas chez moi, je mens, regardant un pigeon se poser sur la balustrade de mon balcon. Je pars en voyage d'affaires. Carole Elisabeth Lefebvre, j'ai changé tes couches. Ne me mens pas. La professionnelle en moi, celle qui analyse les risques pour gagner sa vie, c'est exactement ce qui se passe. Chaque action cible ma réputation, ma stabilité, ma détermination. Ils exécutent une prise de contrôle hostile de ma santé mentale, alors je réagis avec ma propre stratégie. D'abord, la documentation. Chaque SMS, chaque message vocal, chaque publication sur les réseaux sociaux sauvegardés et horodatés. L'enregistrement de la session de planification nocturne de papa et Bastien téléchargé en toute sécurité sur le cloud. Deuxièmement, les limites. Les filtres de messagerie dirigent les messages familiaux vers un dossier séparé que je consulte une seule fois par jour, à 17h, avec Chloé à mes côtés pour un soutien moral. Les appels téléphoniques vont directement à la messagerie vocale. Troisièmement, les renforts. Je rencontre Marine, la conseillère financière qui m'a aidé à acheter mon appartement. Ils ne peuvent pas toucher à tes biens sans ta signature, m'assure-t-elle, examinant mes comptes. Mais je te recommande de clôturer immédiatement tous les comptes joints. Il n'y en a pas, lui dis-je. Je m'en suis assurée il y a des années. Elle lève un sourcil, impressionnée. Femme intelligente. Le thérapeute vient ensuite. Docteur Martin est spécialisé dans l'abus financier familial, un terme que je n'avais jamais entendu auparavant mais qui décrit ma situation avec une précision inconfortable. Ce que vous vivez est étonnamment courant, dit-elle. Les murs de son cabinet sont tapissés de diplômes et de certifications. L'exploitation financière vient souvent de ceux qui nous sont les plus proches. Le plus difficile, c'est la réaction de la communauté, j'admets. Ma ville natale me prend pour la méchante. De retour chez moi, mon téléphone sonne avec des mises à jour de Jeanne, ma seule alliée familiale restante à Neuilly-sur-Seine. Tout le monde en parle, écrit-elle. Bastien dit aux gens que tu thésaurises l'argent de la famille. La ville où j'ai grandi, où j'ai gardé les enfants de mes voisins et livré des journaux, bourdonne maintenant d'histoires sur la Carole sans cœur, trop riche et égoïste pour aider sa famille en difficulté. Mais tout le monde n'y croit pas. Oncle Raymond, le frère cadet de papa, appelle de manière inattendue. Victor a toujours fait des favoris, dit-il, sa voix rauque par des décennies de tabagisme. Je lui avais dit il y a des années que ça se retournerait contre lui. Tiens bon, Carole.
Les premiers signes de victoire apparaissent la deuxième semaine. Jeanne rapporte que Bastien prend un car le matin à la station-service et des heures le soir à la pizzeria. Papa et maman annulent soudainement leur croisière anniversaire, citant des dépenses imprévues. Les commérages changent à mesure que les habitudes de Bastien deviennent impossibles à cacher. Mon téléphone s'allume avec un SMS d'un numéro inconnu. C'est Sophie Dubois, l'ancienne petite amie de Bastien au lycée. Je te crois. Son message dit: il a essayé la même chose avec moi l'année dernière, a failli couler mon score de crédit avant que je ne m'en rende compte. Chaque limite que je maintiens renforce la suivante. Chaque jour sans contact renforce ma détermination. La pression reste implacable. Les appels, les rumeurs, la culpabilité, mais quelque chose a changé en moi. Je me tiens à ma fenêtre, regardant le coucher de soleil peindre les bâtiments de Paris en orange et or. Les mots du docteur Martin résonnent dans mon esprit. Parfois, tenir bon semble solitaire avant de se sentir juste. Pour la première fois depuis des semaines, je respire profondément sans que ma poitrine ne se serre. La culpabilité n'a pas disparu, mais elle est plus silencieuse maintenant, plus facile à reconnaître comme l'émotion fabriquée qu'elle a toujours été. Ma famille m'a façonné pour être leur filet de sécurité, leur plan de sauvetage, leur distributeur automatique personnel. Mais ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que la même responsabilité qu'ils m'ont inculquée deviendrait finalement la chose même qu'ils ne pourraient pas surmonter. Je prends mon téléphone et bloque le nouveau numéro de Bastien. Ce soir, je dormirai sans attendre l'appel de minuit. Demain, j'irai travailler sans chercher les embuscades familiales. Cette bataille n'est pas terminée, mais pour la première fois, je gagne. La voix du pasteur suinte de sympathie à travers le haut-parleur de mon téléphone. Carole, nous sommes tous inquiets pour ton bien-être spirituel. La famille est le plus grand cadeau de Dieu. Je ferme les yeux, comptant silencieusement jusqu'à 10, assise à mon comptoir de cuisine, un mois après les avoir confrontés, 4 semaines de désespoir croissant de la part de ma famille. Pasteur Dubois, dis-je, gardant ma voix stable. Mon père a-t-il mentionné le vol d'identité qu'il prévoyait, ou m'a-t-il simplement dit que je les avais abandonnés? La pause me dit tout. Eh bien, Victor a simplement exprimé son inquiétude concernant des difficultés financières. Intéressant. Je trace un cercle sur mon comptoir. A-t-il partagé que Bastien a perdu 23 000 € sur des appels de marge en crypto-monnaie, ou 19 000 € sur des paris sportifs? Qui? Une autre longue pause. Je devrais probablement reparler à ton père. Après avoir raccroché, j'ajoute l'appel à ma feuille de calcul de documentation, la 14e tentative de manipulation depuis que j'ai tracé ma ligne dans le sable. D'abord sont venus les SMS et les appels quotidiens. Puis les publications sur les réseaux sociaux à propos d'enfants ingrats. Maintenant, ils mobilisent la communauté. Le portier sonne: Mademoiselle Lefebvre, votre frère est là et insiste pour vous voir. Mon estomac se noue. Je ne l'attends pas, il dit que c'est une urgence familiale. Il semble assez contrarié. Urgence familiale. Leur phrase préférée quand ils ont besoin d'argent. Veuillez lui dire que je ne suis pas disponible, monsieur Duval. Et s'il refuse de partir, appelez la sécurité. Je tremble encore quand mon téléphone sonne avec une notification par email. Du compte de papa. Avec pour objet, action en justice pour soutien familial. Le message contient une seule pièce jointe PDF, une lettre mal formatée menaçant de me poursuivre en justice pour obligation alimentaire et paiement de soutien familial. Aucun avocat ne rédigerait quelque chose d'aussi amateur. Mais la menace implicite me serre toujours la gorge. Mon téléphone sonne à nouveau. Le numéro de maman. Contre toute logique, j'écoute le message vocal. Carole, ma chérie. Sa voix se brise. Il nous coupe l'électricité demain. Il fait un froid de canard ici. Ton père dit que c'est de ta faute parce que tu as annulé les paiements automatiques. Un sanglot théâtral. Nous t'avons élevé mieux que ça. Je me tiens à ma fenêtre surplombant Paris, regardant les gens 16 étages plus bas vaquer à leurs occupations. Ils n'ont aucune idée à quel point la trahison peut être silencieuse. Comme elle chuchote des personnes qui devraient vous protéger le plus. Ma sonnette retentit, c'est l'interne.
Je vérifie les caméras pour voir Bastien, ayant réussi à se faufiler devant Monsieur Duval. Je sais que tu es là, crie-t-il en frappant à la porte. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Je me plaque contre le mur, le cœur battant. J'ai appelé la sécurité, Bastien. Tu dois partir. Après tout ce que nous avons fait pour toi, ces mots sont légèrement pâteux. Il a bu. Un seul prêt, c'est tout ce dont nous avions besoin. L'ascenseur sonne, suivi des pas réguliers des agents de sécurité du bâtiment. Leurs voix sont fermes mais professionnelles alors qu'ils raccompagnent mon frère. Je glisse le long du mur jusqu'à ce que je sois assise sur mon parquet, serrant mes genoux comme je le faisais enfant en me cachant des crises de colère de Bastien. Mais je ne suis plus une enfant, et j'ai fini de me cacher. Le lendemain matin, je rencontre Maître Dubois, mon avocate, dans son bureau du centre-ville. Le porte-document en cuir sur mes genoux contient tout. Des emails imprimés, des captures d'écran de SMS, des messages vocaux transcrits, et l'enregistrement de cette nuit-là, la preuve irréfutable de leur trahison. Ils intensifient leurs actions, dit Maître Dubois, examinant les documents. La présence de votre frère sur votre lieu de travail hier a dépassé les bornes. J'acquiesce, me souvenant de l'humiliation de Bastien hurlant dans notre zone d'accueil avant que la sécurité ne le fasse partir. Les regards obliques de mes collègues. Les murmures. Il est temps d'envoyer une mise en demeure, lui dis-je, et je veux y inclure les preuves. Maître Dubois lève un sourcil. Tout ça? C'est nucléaire. L'enregistrement surtout. Ils ne m'ont laissé aucun choix. Ma voix ne tremble pas, j'ai essayé la raison. J'ai essayé la distance. Ils sont en train de détruire le peu de réputation qu'il me reste à Neuilly-sur-Seine. 2 jours plus tard, Maître Dubois envoie le colis par courrier recommandé avec accusé de réception, une lettre de mise en demeure détaillée accompagnée d'une chronologie documentant leur manipulation financière. Et une clé USB contenant l'enregistrement de cette nuit-là. L'explosion vient plus vite que prévu. Papa appelle dans les heures qui suivent. Comment oses-tu, rugit-il quand je décroche. Après tout ce que nous avons fait pour toi, nous t'avons tout donné. Vous avez tout donné à Bastien, je réponds, surprise par la fermeté de ma voix. Vous m'avez appris à travailler pour ce que je voulais. Maintenant, je protège ce que j'ai gagné. Nous sommes ta famille. La famille ne planifie pas de vol d'identité autour d'un Bordeaux à 1h du matin. Sa respiration change. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Toi et Bastien avez creusé ce trou. Je ne vais pas sauter dedans pour vous sauver. Maman appelle ensuite, sa colère moins contrôlée que celle de papa. Pourquoi devrais-tu avoir plus que ton frère, exige-t-elle. Qu'est-ce qui te rend si spécial? La question me stupéfie par sa sincérité brute. Toutes ces années, je pensais qu'il favorisait Bastien parce qu'il avait besoin de plus d'aide. Maintenant, je comprends la vérité, ils m'en veulent de mon succès. Je ne suis pas spéciale, maman. J'ai juste travaillé plus dur et fait des choix différents. Oncle Raymond appelle le lendemain. C'est comme si une bombe avait explosé, dit-il. Victor est arrivé à l'église l'air d'avoir vu un fantôme. L'enregistrement. Carole. Ils avaient besoin de s'entendre eux-mêmes. Toute la famille en parle. Ma cousine Jeanne a éclaté de rire au potluck quand tante Marthe a commencé à défendre Bastien. Il ricane. Marthe n'a pas été aussi silencieuse depuis son opération de la vésicule biliaire. Bastien. 2 semaines passent. Des rapports filtrent par le bouche à oreille familial. Le crédit de Bastien s'est officiellement effondré. Toutes les cartes fermées. Les demandes de prêt personnel refusées. Papa a retiré de l'argent de son compte de retraite, ce qui a entraîné de lourdes pénalités. La maison familiale, remboursée quand j'étais au lycée, est de nouveau hypothéquée. Pendant ce temps, mon score de crédit reste intact. Mes économies intactes. Mes limites aussi fermes que l'acier. Le dernier email vient de Bastien. Aucune demande. Aucune accusation. Juste ces mots, tu avais raison. Je suis désolé. Je ne réponds pas immédiatement. Certaines blessures ont besoin de plus que des mots pour guérir. Certaines leçons ne peuvent être enseignées que par des conséquences financières.
Debout dans mon appartement, entouré de la vie que j'ai construite par la discipline et le sacrifice, je me demande. Auraient-ils jamais appris si je ne les avais pas forcés à affronter la réalité? Ou auraient-ils continué à me vider de mon argent en se disant qu'ils méritaient chaque euro? La réponse, comme les limites que j'ai tracées, est parfaitement claire. Les montagnes du Colorado s'élèvent comme une forteresse autour de mon balcon à Denver, offrant une protection que je n'ai jamais trouvée entre les murs de la maison de mes parents. 8 mois se sont écoulés depuis que j'ai quitté l'Île-de-France, et la distance ressemble à plus que de simples kilomètres. Mon agent immobilier a appelé hier avec les chiffres finaux. Votre appartement parisien s'est vendu pour 383 400 €. Après les frais de clôture et le remboursement de votre prêt hypothécaire, vous réalisez un bénéfice de 28 400 €. Le bénéfice de 400 €. L'argent est sur mon compte maintenant, intact. Contrairement aux précédentes rentrées d'argent qui auraient été prévues pour les urgences familiales avant même d'arriver, celle-ci m'appartient uniquement. Mon téléphone vibre avec un SMS de Valérie, une femme que j'ai rencontrée grâce à mon groupe de soutien pour adultes ayant des relations familiales toxiques. Toujours partante pour la randonnée demain? Le temps s'annonce parfait. Je souris en répondant. Absolument. Il faut que je rôde mes nouvelles bottes. Ce sont mes proches maintenant, des amis qui comprennent les limites, qui donnent sans compter, qui célèbrent mes réussites sans réclamer leur part. Le mardi soir, je rencontre le docteur Martin, un thérapeute spécialisé dans les traumatismes. Vérifiez-vous toujours votre rapport de crédit quotidiennement, a-t-elle demandé lors de notre dernière séance. Hebdomadairement maintenant, ai-je admis, sentant mes épaules se détendre. Un progrès, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête, ses yeux plissés. Un progrès considérable. Et les cauchemars de vol d'identité? Disparus, même si je garde toujours tous mes documents financiers dans un coffre-fort ignifuge. Certaines habitudes nous sont utiles, a-t-elle dit. La question est de savoir si elles sont motivées par la peur ou par la prudence. Cette distinction est devenue ma pierre de touche. Est-ce que je dis non parce que j'ai peur, ou parce que c'est la bonne limite à fixer? Est-ce que j'économise parce que je crains une catastrophe, ou parce que je valorise la sécurité? Aujourd'hui marque une autre étape importante, mon premier atelier d'éducation financière en tant qu'instructrice bénévole. Le centre communautaire bourdonne d'activités alors que j'arrange des documents sur les tables. 20 personnes entrent, la plupart plus âgées que moi. Leurs visages marqués de rides d'inquiétude que je reconnais trop bien. Je ne suis pas conseillère financière, je commence. Je suis juste quelqu'un qui a appris l'indépendance financière à la dure. Pendant 90 minutes, j'explique les scores de crédit, les fonds d'urgence et les prêts prédateurs. Les participants hochent la tête, prennent des notes, posent des questions. Mais c'est la jeune femme au dernier rang qui me stoppe net. Si mes parents ont une dette de carte de crédit, demande-t-elle, la voix à peine un murmure, dois-je la rembourser quand ils ne le peuvent pas? La pièce tombe dans le silence. Ma gorge se serre alors que je vois mon moi plus jeune dans ses yeux baissés. Non, je réponds fermement. La personne dont le nom figure sur le compte est responsable. Votre travail est de vous protéger. Ses épaules baissent d'1 centimètre, le soulagement se lisant sur son visage. Je reconnais ce sentiment, le poids qui se soulève quand on réalise qu'on n'est pas légalement lié au chaos financier de quelqu'un d'autre. Après le cours, elle s'approche avec un sourire hésitant. Merci. Mon père n'arrête pas de dire que ça ruinera la famille si je n'aide pas. Je lui tends ma carte. La famille n'est pas censée compromettre votre avenir. Appelez-moi si vous avez besoin de parler. 2 jours plus tard, un email inattendu arrive de Bastien. Aucune exigence, aucune manipulation, juste 12 phrases qui commencent par « je suis désolé » et se terminent par « je suis en thérapie maintenant et je travaille 2 emplois pour rembourser ce que je dois ». Il mentionne un plan de remboursement de la dette et un conseil pour l'alcool. Pas de pression pour un contact immédiat, juste une porte ouverte si jamais je veux la franchir. Je rédige une réponse prudente. Merci, j'ai besoin de temps. Les limites restent. Nos points réguliers restent strictement des mises à jour financières sans échange d'argent. Ce n'est pas exactement le pardon, mais c'est quelque chose de proche de la paix. Le soleil de l'après-midi réchauffe mon visage alors que je déplie une note manuscrite livrée au centre communautaire hier.
La jeune femme de mon atelier écrit: j'ai bloqué mon crédit et dit non à mes parents. C'est la chose la plus difficile et la meilleure que j'ai jamais faite. Je trace ces mots du bout du doigt, murmurant la vérité qu'il m'a fallu 3 décennies pour apprendre. Protéger son portefeuille est le premier pas pour protéger son cœur. En regardant les montagnes, je comprends enfin que je ne suis pas seulement libérée de l'exploitation financière de ma famille. Je suis libre de devenir la personne que j'étais toujours censée être.